pédagogique au Québec. Vous êtes titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les technologies de l'information et de la communication en éducation. Vous avez reçu de nombreux prix, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a un quand même que je trouve assez beau. C'est le prix Hommage du gouvernement du Québec et le prix d'excellence en conception pédagogique de l'Association canadienne d'éducation à distance. On peut le dire, vos réalisations et vos innovations technopédagogiques en formation ouverte ou à distance ont été vraiment reconnues sur le plan provincial et national au Québec. Alors vous allez donc nous parler aujourd'hui de quelque chose de bien particulier, c'est l'usage des ordinateurs en primaire et en secondaire. Et après, j'essaierai de faire la synthèse des questions. Monsieur Carcinti, on vous écoute. Merci. Alors, juste sur le plan technique, pour vos techniciens, moi j'entends très bien toute la salle. Si vous fermez votre micro, ça va augmenter la qualité de ma voix pour que ce soit peut-être moins saccadé. Alors voilà. Ça va? C'est juste pour vous. Parce que là, pour l'instant, je vous entends tous très bien. Marcher, bouger, c'est des sacs perdus, tout ça. Donc bon. Et c'est simplement pour vous, parce que si vous éteignez votre micro pendant que je parle, et pour les questions à la fin, je crois que le son est tellement clair que je peux les entendre. Les questions n'auront pas besoin d'être transmises, si vous voulez. Alors donc j'y vais sans plus tarder. Je vois que votre micro est éteint. Alors, j'ai préparé une présentation qui vous montre quelque chose de très... une expérience qu'on a menée au Québec depuis plusieurs années. Je vous présente quelques résultats de cette expérience et à la fin, bon, si vous avez des questions sur cette expérience ou sur d'autres éléments des technologies au Québec, vous y allez. En principe, nous ne devrions pas être dérangés, mais on a... à quelques centaines de mètres d'ici, 200 000 étudiants qui manifestent contre la hausse des droits de scolarité. Alors il est possible, si jamais ils décident de venir ici, que je doive quitter. Mais bon, pour l'instant, ils sont à 100 mètres près du bureau du recteur, donc ça va. Donc sans plus tarder, j'ai intitulé ma présentation « Est-ce que les technologies favorisent la réussite scolaire ?» Le cas d'école du Canada où chaque élève possède son ordinateur portable. J'ai quelques courtes vidéos que je voulais présenter. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça fonctionnera dans le système, surtout en visioconférence. C'était simplement pour vous donner un aperçu peut-être de ce qui se passe dans ces salles de classe. On a fait une enquête, on est allé voir, on a filmé, on a fait plusieurs tournages pour vraiment tenter d'illustrer ce qui se passait. Et donc, je vais peut-être passer par-dessus certaines vidéos, mais j'en montrerai quand même quelques-unes de 30 secondes très brèves, en souhaitant que ça marche bien. Donc, tout ça, c'est un travail d'équipe. Je ne suis pas tout seul. On a une grande équipe derrière nous qui a aidé pour la recherche, pour l'analyse des données, etc. Donc, le plan de la présentation, introduction, les objectifs, comment on a procédé pour la recherche, les principaux résultats. Quelques mots sur les tableaux blancs interactifs. Je sais que on en parle beaucoup en Belgique, on en parle beaucoup au Canada aussi. Alors on a des résultats très précis sur les impacts que peuvent avoir les tableaux blancs interactifs. Alors je ne sais pas si vous les appelez des tableaux blancs interactifs ou des tableaux numériques interactifs, mais on parle du même objet. Conclusion, quelques recommandations. Alors, juste pour comprendre un peu le contexte et le jargon, au Québec, l'éducation est divisée en regroupements d'écoles qu'on appelle des commissions scolaires. Donc une commission scolaire, c'est un regroupement de 50, 60, une centaine d'écoles parfois. Et dans le cas de la recherche dont je vous présente les résultats, la commission scolaire est à une centaine de kilomètres de Montréal environ. Elle s'appelle Eastern Township, c'est une commission scolaire. Au Québec, on a des anglophones et des francophones, mais le bilinguisme, ou le multilinguisme plutôt, vous connaissez peut-être aussi en Belgique. Et donc, sans s'attarder à ces détails linguistiques, c'est une collaboration entre eux et entre nous. Ils ont mis des ordinateurs portables dans les mains d'élèves. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un suivi indépendant, un suivi pour voir l'impact sur les résultats et sur beaucoup d'autres facteurs. Donc, nous avons étudié ce regroupement d'écoles, ce regroupement de 45 écoles, et ce qu'on cherchait à voir, et je vous montre tout de suite peut-être un extrait vidéo, en souhaitant que ça passe, on souhaitait avoir l'impact des technologies. On a fait plusieurs choses, mais juste pour vous montrer dès maintenant un exemple de résultat qu'on en retrouve. Ce que vous allez voir comme vidéo, ce sont des élèves qui font un problème de maths. Ce sont des élèves de 6e année, donc la même chose qu'en Belgique.
en milieu défavorisé, et donc des élèves qui souvent n'aiment pas trop les maths. Et vous allez voir leur réaction quand ils sont en train de faire un problème de maths à l'ordinateur, à l'écran, et je vous laisse voir leur réponse. Bon, c'est en québécois, mais vous devriez quand même être en mesure de comprendre. Peut-être dans une des rubriques. Yes, sir! Non. Excellent. Vous l'avez enregistré? Alors, je ne sais pas si ça a été clair, peut-être avec un signe de oui de la tête ou de non de la tête pour voir si vous avez compris, parce que je ne vous entends pas. Mais ce que je voulais vous montrer par cette vidéo en partant, c'est que le premier impact qu'on a remarqué dans notre enquête au niveau des technologies, c'est l'enthousiasme des élèves. Donc, faire un problème de maths avec papier et crayon, avec des livres, surtout en milieu défavorisé, vendredi après-midi, peu intéressant pour les élèves. Et dès qu'on met entre leurs mains un ordinateur, même si les ordinateurs sont parfois plus vieux, automatiquement beaucoup plus d'enthousiasme dans l'activité pédagogique. Donc je reviens aux objectifs. Ce qu'on voulait comprendre, c'était les avantages et les défis liés à l'usage des ordinateurs portables en contexte scolaire. Et encore une fois, c'est très spécial comme contexte. C'est un contexte où chaque élève a son ordinateur portable dès la 3e année du primaire. On voulait aussi mieux comprendre l'accès qu'ils avaient aux technologies en dehors de l'école, les usages pédagogiques qu'ils en faisaient, les impacts, donc les avantages et les défis, finalement les problèmes que l'on rencontre dans la mise en place d'une telle expérience. Sur le plan méthodologique, on a fait une enquête par questionnaire auprès de 5037 élèves de la 3e à la 11e année et 584 enseignants primaires et secondaires. 49 directeurs adjoints d'école qui ont aussi participé à l'enquête. Alors, enquête par questionnaire, on a fait des entrevues individuelles, des entrevues de groupe et des observations vidéo qu'on ne pourra pas vous montrer à cause des défis techniques que pose finalement cette conférence. On fait un suivi continu de ce regroupement d'écoles, donc l'analyse des données est toujours en cours. Ce que je vous montre, c'est des données recueillies à un temps X. Alors, analyse toujours en cours et les principaux résultats. D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre enquête touche la très grande partie des élèves de ce regroupement d'écoles. Alors, je vous ai parlé de 5000 et quelques répondants pour 5600 élèves qui ont des ordinateurs portables de la 3e à la 11e année. Pour les autres, c'est-à-dire les plus jeunes, il y a des laboratoires mobiles, ce sont des chariots équipés d'ordinateurs qui sont partagés entre les enseignants. Alors, le premier résultat intéressant, c'est que ces élèves, parce que les technologies sont présentes à l'école, ont à la maison plus de technologies que des élèves de milieux socio-économiques identiques. Alors, parce qu'elles sont présentes à l'école, les parents ont plus tendance à s'équiper ou à équiper leur maison, leur foyer de technologie. Alors, par exemple, 93% à la maison possèdent un ordinateur, et on parle encore de milieux défavorisés, et 89% ont accès à Internet à haute vitesse à la maison. Donc 89%, c'est bien au-dessus de la moyenne provinciale pour accès à Internet haute vitesse. Et là encore, on parle de milieux défavorisés. Un autre résultat important aussi, c'est qu'il faut quand même comprendre qu'un élève sur 10 n'a toujours pas accès aux technologies à domicile, à Internet à domicile. Donc, c'était une des raisons qui avait poussé au début le pourcentage d'élèves qui n'avaient pas accès à Internet à domicile était beaucoup plus élevé. C'est une des raisons qui a poussé ce regroupement d'écoles à mettre en place ce système justement pour tenter de combattre un peu le déséquilibre qu'il y avait parmi leurs élèves, ou cette fracture numérique qui n'était pas entre le nord et le sud, mais qui était bien entre les élèves de leurs écoles. On a regardé, pour les enseignants et pour les élèves aussi, les usages à l'extérieur de la salle de classe et à l'intérieur de la salle de classe. À l'extérieur de la salle de classe, on remarque surtout, sur le plan des usages plus pédagogiques, pour les enseignants, communication avec les parents d'élèves. Donc les technologies sont énormément utilisées pour communiquer avec les parents, ce qui était peu le cas au tout début de l'expérience, mais ce qui est devenu au fil des années le seul moyen ou presque pour communiquer avec les parents. Et les enseignants s'en servent pour planifier leurs leçons, pour trouver de nouvelles images, de nouvelles thématiques, de nouvelles façons d'enseigner, de nouvelles stratégies ou de nouveaux vidéos aussi souvent. Alors, en salle de classe, les usages sont différents.
On emmène les élèves à utiliser les technologies. Évidemment, ils ont tous leur ordinateur portable. On fait beaucoup de recherche d'informations. On travaille énormément sur l'écriture. On fait des présentations et on utilise beaucoup de multimédia. Donc, le vidéo, le son, les présentations qui font en sorte que les élèves utilisent pleinement leur ordinateur portable. Et les technologies sont utilisées dans l'ensemble des disciplines, mais beaucoup plus au niveau de l'écriture, donc plus au niveau de l'enseignement de la langue maternelle, mais dans toutes les autres disciplines de façon égale aussi. Les résultats les plus intéressants, selon moi, ce sont les 14 impacts positifs qu'on a réussi à identifier et les 4 problèmes majeurs qu'on rencontre ou rencontrer quand on innove avec de telles expériences. Le premier impact positif, et là encore une fois, les résultats que je vous présente, c'est basé sur les entrevues qu'on a réalisées, l'enquête par questionnaire, les observations que l'on a faites. Le travail, à la fois des enseignants et des élèves, est facilité, grandement facilité, tant au niveau de l'organisation, de la gestion. Il faut voir un peu, et bon, à cause de ce mode de communication, c'est un peu plus complexe de vous montrer des vidéos. L'enseignant dépose des éléments de cours sur un portail. Les élèves arrivent le matin en classe, comme d'autres élèves dans une école normale, au lieu de sortir leur livre de leur cartable, ils sortent leur ordinateur, ils ouvrent, ils vont chercher sur le dossier partagé, le cartable numérique qu'on appelle un peu en Europe, ils vont chercher les éléments pour le cours, ils les ouvrent. Donc, leur préparation à la leçon, c'est d'ouvrir l'ordinateur et d'aller chercher les éléments que l'enseignant aura déposés avant. Travail facilité, très peu de photocopies, très peu de documents à distribuer, tout est fait, géré sur le plan électronique. Les enseignants trouvent ça beaucoup plus facile, ils peuvent changer des éléments jusqu'à la dernière seconde, même en cours de leçon des fois, ils rajoutent un élément dans le dossier partagé et les élèves ont accès à cet élément tout de suite. Et pour les enseignants, surtout, ce qu'ils nous disent, et là je vous présente un extrait d'entrevue, c'est que l'usage de l'ordinateur portatif pour les élèves permet de gagner énormément de temps à l'école. Donc, ce n'était pas l'opinion qu'ils avaient de ce projet au tout début. Il a fallu attendre plus de 2 ans pour que vraiment on voit un gain majeur de temps pour l'ensemble des enseignants. Pourquoi? C'est parce qu'au début, il y a une étape, je dirais, où est-ce que les enseignants s'habituent à cette nouvelle façon de faire. Ce n'est pas facile, mais après 2 ans, je vous dirais que sur les 500 et quelques enseignants qui ont participé à l'enquête, on avait 96% qui étaient très positifs à l'usage, par rapport à l'usage des technologies. Un 4% d'enseignants récalcitrants. Je ne sais pas comment sont vos enseignants en Belgique, mais je peux vous dire qu'au Québec, c'est très peu. Parce que dans les écoles normales, d'habitude, on a 5% qui sont en faveur et les autres qui sont contre les technologies. Mais là, on avait 96%, pas nécessairement les usagers, une variété, mais 96% qui sont pour les technologies et un 4% qui sont toujours, pour eux, la technologie, ça n'a pas sa place à l'école. Mais tous les autres sont extrêmement enthousiastes à l'usage des technologies. Deuxième impact, deuxième avantage majeur, un plus grand accès à de l'information actuelle et de bonne qualité. Ça veut dire, les manuels scolaires qu'on a dans nos écoles, je ne sais pas comment c'est chez vous, présentent des informations qui des fois ont 3, 4, 5, 6 ans. La géographie change un peu, la société évolue, l'éco-citoyenneté, qui est quelque chose de présent dans nos programmes, n'est pas toujours présent dans nos manuels scolaires. Donc, l'accès aux technologies leur permet, ou le fait d'avoir un ordinateur portatif personnel, leur permet d'avoir de l'information actuelle, de bonne qualité et en tout temps. Et les enseignants vont même à dire, et là je vous ai présenté quelques extraits d'entrevue, au lieu de vous montrer les vidéos, que ça leur permet d'avoir accès à une quantité impressionnante d'informations, et plusieurs disent bien plus que ce que l'on peut retrouver dans les bibliothèques. Donc les bibliothèques scolaires, au Québec, une problématique de sous-financement des bibliothèques, mais bon, c'est une problématique qu'on retrouve dans beaucoup d'autres pays de l'OCDE aussi, mais avec les technologies, finalement, le rôle des bibliothèques tend à changer. On évolue plutôt vers de l'aide à la recherche d'informations, à l'accès à des ressources numériques, et les ressources papier, bien qu'elles soient encore importantes, sont moins utilisées, ou seulement les plus pertinentes le sont.
l'impact le plus important qu'on a pu relever, qu'on relève toujours, c'est la motivation des étudiants. C'est la courte vidéo que je vous ai présentée tout à l'heure, et là, volontairement, je baisse le son, mais l'idée, c'est qu'on remarque réellement l'enthousiasme des élèves quand on fait appel aux technologies. Un enthousiasme marqué, un enthousiasme qui dure, et dans certaines classes, quand on leur enlève l'accès à l'ordinateur pendant quelques jours pour des questions de maintenance ou des problèmes de réseau qu'on a pu avoir ce matin, pour les élèves, c'est vraiment le grand désastre. Alors, les technologies sont une source de motivation, mais il faut comprendre que dans ce regroupement d'écoles, les technologies ne sont pas utilisées à des fins ludiques. Dans beaucoup d'autres écoles du Québec, les technologies vont être utilisées en contexte scolaire comme une récompense souvent. Tu as fini tes travaux, tu peux aller à l'ordinateur maintenant. Alors les élèves vont sur des sites, ils jouent à des jeux. C'est utilisé souvent, pas partout, mais comme des récompenses. Là, c'est vraiment utilisé pour apprendre. Tant les élèves que les enseignants sont conscients du rôle motivant des technologies, alors que les technologies offrent une panoplie de possibilités motivantes pour l'enseignement. On peut varier, présenter des contenus, des animations, etc. Et les élèves, la même chose, tant pour la présentation de travaux que pour la recherche d'informations, que pour leur quotidien. C'est extrêmement motivant. Ce qui est intéressant chez ces élèves, l'étude qu'on on a fait une étude aussi avec ceux qui avaient quitté la commission scolaire, donc qui quittaient le lycée pour aller à l'université, et dans certains contextes universitaires, les ordinateurs portables sont interdits. Alors là, il y avait un choc pour ces élèves qui avaient appris pendant plusieurs années au primaire et au secondaire avec l'ordinateur et qui se retrouvaient dans un contexte où ils n'avaient plus le droit d'utiliser l'ordinateur portatif en salle de classe. Donc, troisième impact majeur, l'impact sur la motivation, sur l'intérêt, un impact qui dure pendant les 8 années du projet, c'est le résultat, je vous dirais, le plus important. Un autre résultat majeur, l'attention des élèves. Les élèves sont plus attentifs. Alors, si vous avez des enfants, vous en avez certainement vu plusieurs qui jouent à des jeux vidéo pendant longtemps, qui ont l'air passionnés par ça, mais travailler l'ordinateur en salle de classe, et là je vous montre aussi un autre extrait vidéo, on remarque que les élèves sont beaucoup plus motivés et aussi beaucoup plus attentifs. Ça capte leur attention, et en plus de ça, ça leur permet de réellement passer beaucoup plus de temps sur la tâche qu'ils ne le feraient avec papier et crayon. Alors, c'était juste un survol pour vous montrer en image comment le regard des élèves est fixé à l'écran. Ils ne sont pas en train de jouer à des jeux, ils sont en train de faire des exercices de français, et pour eux, vraiment important. Donc, un extrait d'entrevue d'enseignant que je ne présenterai pas, l'usage des technologies permet de capter rapidement l'attention des élèves. Autre impact positif, l'autonomie des étudiants, des apprenants, des élèves. L'autonomie, c'est quelque chose qu'on souhaite développer chez nos élèves, et les technologies leur permettent de devenir beaucoup plus autonomes. Beaucoup plus autonomes à divers niveaux, et là c'est très intéressant ce qu'on a pu découvrir. Ils deviennent autonomes sur le plan du soutien technique. Alors on pourrait croire qu'un regroupement d'écoles où est-ce qu'on a un déploiement de 5600 ordinateurs portatifs, on a une équipe de 500 techniciens pour s'occuper de tout ça. Absolument pas. Ils ont une équipe volante de techniciens, mais ils ont une dizaine de techniciens pour 5600 ordinateurs portables. Alors c'est très peu. Et les élèves apprennent à devenir autonomes sur le plan technologique, à gérer les problèmes d'ordinateur, à faire les mises à jour, à résoudre les bugs, comme on l'appelle. Et je vous dirais même, ce qui est impressionnant, c'est que sur les ordinateurs qu'ils ont, sur les 5600, 4600 ont 8 années de vie. Donc les élèves ont reçu leur ordinateur pour certains il y a 8 ans, et ils l'ont toujours. Ils ont renouvelé environ 15 à 20% de leur parc informatique, qu'on appelle chez nous. Donc la plupart des ordinateurs sont d'origine, ils ont été modifiés, on a changé un peu des pièces, on a la mémoire, etc. Mais on a des machines qui sont d'origine. Ce qu'on remarque donc, c'est que le fait d'avoir son ordinateur, par rapport à d'autres contextes, parce qu'on le partage avec d'autres, c'est qu'on en prend bien plus soin. On sait que c'est le nôtre, et on sait qu'on va le garder pendant longtemps, donc on en prend bien plus soin. Et au niveau, ça c'était sur le plan technologique, quincaillerie, mais au niveau des apprentissages,
les élèves aussi deviennent de plus en plus autonomes parce qu'ils apprennent à travailler, pas toujours seuls, ils travaillent en équipe aussi des fois, mais ils apprennent à être beaucoup plus autonomes dans leur apprentissage, sur le plan méthodologique aussi, sur le plan de la gestion de leur travail. Ils ont un calendrier des tâches à remettre, ils ont des travaux à remettre en ligne. Alors, il y a tout un système de gestion qui est instauré parallèlement à l'usage des ordinateurs portatifs. Mais tout ce système de gestion leur apprend à devenir autonomes et à un très jeune âge aussi. Donc, au lieu d'avoir d'autres stratégies pour gérer les devoirs avec la maison ou avec les parents, il y a tout un système informatique qui gère la chose, mais les élèves, par ce système, apprennent vraiment à être plus autonomes. Et donc, encore une fois, une entrevue d'enseignant qui nous dit que cela permet aux élèves d'être plus autonomes dans les apprentissages. Plusieurs pensent que les technologies font en sorte que les élèves ne se parlent plus ou ne se parlent que très peu. Nous, ce qu'on remarque, c'est le contraire dans le contexte qu'on observe. Alors, avec les technologies, les élèves ont des interactions accrues en salle de classe et à l'extérieur de la classe aussi. Alors, on voit des élèves qui travaillent en équipe, ils ont chacun leur ordinateur portatif, mais ils travaillent en équipe, ils échangent et ça leur permet finalement d'avoir des interactions sur la tâche. On regarde l'écran de l'autre, on pose des questions. Et en dehors des salles de classe aussi, énormément d'interactions. Des interactions sociales, mais aussi des interactions liées aux devoirs, aux travaux scolaires. Au-delà de ces interactions accrues entre eux, ou entre l'enseignant et les élèves, je dirais qu'un des avantages, mais on ne le dit pas très ouvertement, c'est que certains enseignants un peu plus aisés vont communiquer avec leurs élèves des fois en dehors des salles de classe pour leur envoyer des rappels pour les examens, pour les travaux à remettre, pour les devoirs, etc. Mais au-delà de ça, en salle de classe, comme l'ont souligné plusieurs enseignants, ça leur permet de communiquer finalement avec des gens de partout dans le monde. Et ces élèves de cette commission scolaire, ces 5600 élèves qui sont équipés d'ordinateurs portables, tous depuis qu'ils sont à l'école, font partie de projets de correspondance internationaux avec des petits élèves de Belgique, avec des élèves de Suisse, de France, d'Afrique, etc. Donc, ils sont dans des projets où est-ce qu'ils sont appelés à communiquer avec d'autres élèves de partout dans le monde dans le cadre d'activités pédagogiques structurées. Et ça, au niveau de la motivation des élèves, c'est très intéressant pour eux, et au niveau aussi d'apprentissage, au niveau de l'écriture. Ce que ça permet aussi, ça permet l'usage de l'ordinateur portatif, un apprentissage plus individualisé. Les élèves peuvent aller à leur rythme, ceux qui ont un peu plus de difficultés peuvent prendre plus leur temps et pour éventuellement atteindre les mêmes objectifs. D'autres qui sont plus rapides peuvent dépasser les objectifs et faire d'autres activités. C'est possible avec l'usage de l'ordinateur portatif, c'est plus difficile sans l'usage de l'ordinateur portatif parce qu'on a moins de ressources. Et peut-être au niveau de l'apprentissage individualisé, un résultat qui est très très intéressant qu'on a remarqué, j'en reparlerai un peu plus tard aussi, c'est on a un problème d'écriture chez nos jeunes au Québec. C'est un problème qui est un peu partout aussi dans la francophonie. Les jeunes font de plus en plus de fautes à l'écrit. Et on a remarqué qu'avec l'usage des technologies, simplement le correcteur de Microsoft Word, les élèves vont faire de 75 à 80% moins d'erreurs. Et ce qu'on a remarqué justement dans ce contexte-là, c'est qu'au début, le logiciel, pour eux, agit un peu comme selon les propos des élèves, comme un coach qui leur souligne tout de suite le mot qui est mal écrit. L'enseignant ne pourrait pas faire ça en temps réel pour chacun des 30 élèves de sa classe. Mais le logiciel Microsoft Word va leur souligner les accords en genre et en nombre, va leur souligner les fautes d'orthographe lexicales. Donc les principales erreurs que les élèves commettent sont soulignées par l'ordinateur. Et pour les élèves, c'est comme avoir un coach qui est toujours derrière toi pendant que tu écris et qui va t'indiquer ou te pointer les erreurs que tu peux faire. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les élèves nous indiquent que l'ordinateur, ils appellent ça l'ordinateur, mais le logiciel en question ne leur donne pas toujours la bonne réponse. Des fois, il leur pose une question. Il leur dit, est-ce que tu es certain que ça prend un S? Parce que selon moi, ça ne devrait pas en prendre. Alors là, l'élève, et c'est vraiment dans leur monde, nous disent, on est obligé de réfléchir quand on écrit maintenant. Alors, ça fait un peu peur d'entendre ça, c'est comme s'ils ne réfléchissaient pas avant d'avoir l'outil. Mais le fait d'être obligé pour eux de
de réfléchir, parce que la machine leur pose des questions. Alors des fois, au début, il n'y a pas de secret, hein, c'est pas non plus la panacée, donc les élèves vont prendre la première réponse qui est suggérée par l'ordinateur. Mais tranquillement, avec l'aide de l'enseignant, ils vont apprendre à réellement se poser des questions et analyser les questions posées par le logiciel de correction. Et en analysant finalement les questions, on apprend finalement à intégrer ces règles de grammaire qui sont finalement soulevées, ou ces erreurs qui sont soulevées par la machine, par l'ordinateur. Donc les élèves, au début, ils font beaucoup de fautes, et quand on enlève la machine, le nombre de fautes à l'écrit demeure. Mais après un certain temps, il y a des apprentissages qui se font, donc les erreurs lexicales finalement sont corrigées, les principales erreurs grammaticales aussi, on maîtrise de mieux en mieux les règles, et finalement on écrit de mieux en mieux, pas seulement à l'ordinateur, mais vraiment sur papier, sans l'aide de l'ordinateur. Il faut comprendre que pour des règlements pédagogiques, les épreuves du ministère de l'Éducation chez nous sont papier sans l'aide évidemment d'ordinateur. Donc c'est comme ça. Donc ces élèves, même si toute l'année sont à l'ordinateur, en fin d'année se soumettent aux mêmes épreuves aussi, pour lesquelles ils n'ont pas accès à l'ordinateur. Mais ce qui est intéressant, c'est que les technologies finalement leur permettent de mieux écrire papier sans outils par la suite, après un certain temps et après un accompagnement, je dirais aussi, des enseignants. Donc l'accompagnement joue un rôle majeur aussi. Et donc, un extrait aussi encore d'entrevue d'enseignant qui dit que l'ordinateur permet réellement un apprentissage plus individualisé. Un autre résultat aussi, c'est qu'un apprentissage plus significatif à l'aide de ressources multimédia. On veut montrer des phénomènes, on veut montrer des concepts. Mais il existe énormément de ressources sur Internet que l'on peut présenter à ses élèves, et parfois c'est beaucoup plus facile que de tenter de le montrer différemment. Alors, c'est des ressources qu'on peut en plus partager avec ses élèves parce que chacun a un ordinateur portatif. Alors, juste un exemple ici. When we were doing the Google Map, they could actually do it themselves. It was a hands-on activity that they could do. Alors, là c'est en anglais. Ils font une activité avec Google Maps. Chaque élève a l'outil dans sa machine. Chaque élève peut utiliser, chaque élève peut voir, chaque élève peut se promener, peut calculer la distance, peut voir, finalement voir de façon plus concrète ce qui est à apprendre. Et donc un autre extrait d'entrevue d'enseignant, les technologies permettent aux élèves de mieux comprendre certains concepts ou phénomènes qu'il est particulièrement difficile d'expliquer sans support visuel. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'autonomie. Un des résultats majeurs qu'on remarque dans ça ici, l'entrevue que je présente ensuite de ça, c'est une extrait avec une petite fille qui vous explique un peu comment elle a fait un montage vidéo. Écoutez, elle est en 5e année du primaire, et il faut voir un peu comment, sur le plan technologique, elle est plus avancée que tous les autres élèves de son groupe d'âge qui ne sont pas dans son contexte. Donc, ce projet permet aux élèves de devenir très très compétents sur le plan technologique. Je vous laisse écouter un peu son raisonnement pour faire son montage vidéo parce qu'elle a eu beaucoup de difficultés au début. C'est en québécois aussi. Le problème qu'on avait, c'est qu'on avait essayé de faire iMovie avec les photos puis les pictures. Mais en fin de compte, ça ne marchait pas parce que nos phrases d'information étaient trop longues. C'est que ça faisait de la petite écriture. Donc on ne voulait pas, sinon on ne pouvait pas voir. On a décidé d'aller sur un PowerPoint. On va prendre une photo et de l'écriture à côté, puis aller le transférer sur le iMovie. Alors au moins on aurait fini plus facilement. Puis aussi, si ça serait tout ensemble, ça serait tout collé ensemble. Alors, ce qu'elle a dit dans ces mots, c'est qu'ils devaient faire une présentation vidéo, donc ils devaient faire un court-métrage et une annonce publicitaire. C'était un des projets à faire en salle de classe. Ils avaient du mal à mettre du texte, ils trouvaient ça trop petit dans le logiciel vidéo. Ils ont fait ça dans PowerPoint, ils ont copié l'image, ils ont transféré l'image dans le vidéo, en tout cas, toute une manipulation. Mais le but de ça, c'était de vous montrer finalement la compétence technique que ces élèves, elle est toute jeune, elle est en 5e année du primaire, la compétence technique qu'elle a, on peut imaginer, quand elle aura fini dans 6 ans son école secondaire là-bas, sa compétence technique, elle sera de loin supérieure à d'autres élèves du même groupe d'âge qui n'auront pas été dans ce contexte favorisé. Les enseignants, au niveau de la recherche d'informations, donc ils sont compétents sur le plan technologique, mais ils sont compétents aussi au niveau de la recherche d'informations. Les enseignants considèrent 60% des élèves comme étant experts ou très avancés dans la recherche d'informations. Bon, c'est normal, c'est une des activités principales qu'ils font. Peut-être quelques bémols. Alors des fois, tant les enseignants que les élèves, ce qu'on remarque, c'est que
on ne travaille pas assez à leur apprendre à juger de la crédibilité des sources. Donc, les élèves ont du mal des fois à voir qu'il y a certaines sources qui sont plus officielles et qui ont peut-être plus de valeur que d'autres sources qui, même si elles sont très populaires, ont peut-être un peu moins de crédibilité scientifique. Mais ce sont certains bémols à apporter, mais quand même, l'ensemble des élèves trouvent facilement de l'information. Il y a aussi des questions d'éthique, le coller-copier. Alors, chez les élèves plus jeunes, naturellement, on fait coller-copier de ce qu'on trouve sur Internet. Et surtout pour les enseignants au début, ça ne semble pas être un problème. Simplement, chez les enseignants du secondaire, ça semble être un plus grand défi. Alors là, on sensibilise les élèves à ça. Bon, un autre impact majeur de ce projet, je vous en avais parlé au début, c'est finalement l'accès aux technologies et un accès finalement égal à tous, parce qu'on sait qu'à la maison, il y a quand même 10% pour leurs élèves qui n'ont pas d'accès à Internet haute vitesse. Donc le fait de mettre ça à l'école vient combler un peu cette fracture numérique et permet un accès égal à l'information pour chacun des élèves, ce qui n'est pas le cas dans toutes les écoles. Au-delà de cet accès équitable aux technologies à tous, ce qui est intéressant, et ce que les enseignants soulignent aussi, c'est que ça permet aussi d'aplanir un peu les barrières entre l'école et le reste de la société. Donc, comme ils ont accès aux technologies en tout temps, il y a énormément de projets qui sont faits où les élèves font des projets en lien avec ce qui se passe dans le monde. Et encore une fois, un extrait d'entrevue avec un enseignant qui nous dit qu'avec les technologies, nous avons fait voler en éclat les barrières rencontrées entre l'école et la société. Les élèves sont assis en contact constant avec le monde extérieur, avec un monde dans lequel ils apprennent à devenir des citoyens à part entière. Donc, on fait un peu voler en éclats certaines barrières qu'on peut retrouver des fois entre l'école et la société. Pour les élèves, et ça c'est surtout pour les plus vieux, on a fait aussi des enquêtes avec ceux qui ont terminé leur secondaire dans cette commission scolaire, c'est que ça les prépare mieux pour le futur, tant pour l'université que pour ceux qui se retrouvent sur le marché du travail après. Alors ce sont des citoyens qui sont formés, qui sont beaucoup plus compétents sur le plan technologique, qui sont plus compétents dans la recherche d'informations, qui sont vraiment prêts à vivre dans la société de demain, qui est une société du savoir, une société où les technologies sont extrêmement présentes. Alors, selon un enseignant, encore une fois, les technologies permettent de mieux préparer les élèves pour leur futur, leur futur rôle de citoyen. Deux résultats qui vont peut-être vous faire sourciller un petit peu. J'ai mis avec un point d'interrogation. Est-ce que les technologies sont un remède au décrochage scolaire? Bon, je regardais les statistiques de l'OCDE. En Belgique, il y a aussi quelques défis que vous rencontrez à ce niveau-là. Nous, le décrochage scolaire, c'est quelqu'un finalement qui quitte l'école avant d'avoir fini son école secondaire. Ben, au Québec, on a un des plus hauts taux de décrochage scolaire pour l'OCDE. À Montréal, c'est 50%. On a quand même 1 sur 2 qui ne termine pas son école secondaire. Dans la province de Québec, c'est 34, 35, 36%, selon les années, selon qui fait les calculs, mais c'est quand même énorme. Et c'est lié à plusieurs facteurs. Ce qu'on a remarqué dans la commission scolaire, donc ce regroupement de 45 écoles de 5600 élèves, c'est qu'en 8 ans, leur taux de décrochage scolaire, et ça c'est un taux de décrochage scolaire qui est calculé par le gouvernement, par le ministère de l'Éducation. Ce n'est pas l'école qui calcule, c'est le gouvernement qui calcule combien d'élèves commencent l'école primaire et combien finalement terminent, quitte avant de terminer. Ils sont passés d'un taux de décrochage scolaire de près de 40% à 22% en 8 ans. Et souvent, quand il y a des différences majeures comme ça dans un regroupement d'écoles, ce qu'il faut regarder, c'est regarder qu'est-ce qui a été changé au niveau socio-démographique. Est-ce que finalement, on a construit de nouveaux quartiers plus favorisés et le taux de décrochage scolaire, finalement, il n'a pas vraiment changé chez les élèves qui n'ont pas bougé. C'est juste qu'on a apporté de nouvelles clientèles plus favorisées ou qui ont moins tendance à décrocher l'école. Mais là, absolument pas. Au contraire, sur le plan socio-économique, le milieu de la commission scolaire est même plus défavorisé qu'il ne l'était il y a 8 ans. Mais leur taux de décrochage scolaire, lui, au lieu d'augmenter, en général c'est parallèle, a baissé. Donc on peut se poser la question, et c'est très difficile de faire des liens directs, mais en même temps, il y a 8 ans c'était leur taux de décrochage scolaire, il y a eu cette expérience d'ordinateur portable, et 8 ans plus tard, qu'est-ce qu'on remarque? Le taux de décrochage scolaire a presque diminué en deux. Au-delà du décrochage scolaire, qui est un indice quand même de la réussite ou du succès des ordinateurs portatifs, si on parle à plus court terme de réussite scolaire, ça veut dire de réussite dans les examens officiels du ministère. Donc, décrochage scolaire, c'est une chose, c'est-à-dire on a quitté l'école, on ne fait même plus les examens de fin d'année. Nous avons au Québec 70 commissions scolaires, 70 regroupements d'écoles,
Et la commission scolaire, lorsqu'on a mené cette étude sur les ordinateurs portables, était classée au 66e rang sur 70. Ça veut dire quoi? Ils sont parmi les derniers de la province de Québec. Donc, ils étaient parmi les derniers. Mais après 8 ans, ils sont passés au 23e rang. Et en ayant toujours un des milieux socio-économiques les plus défavorisés. Donc, passer du 66e rang au 23e rang sur les épreuves officielles de l'an dernier, ça montre quand même que les technologies ont eu un certain impact. Alors, parmi les épreuves officielles, il y a par exemple les épreuves officielles en français, et en français, les élèves, en langue maternelle, on appelle ça ici, les élèves sont passés, non pas au 23e rang, c'est de façon globale, mais juste avec l'épreuve de français, ils sont passés au 14e rang, donc de 66e à 14e. Et moi, j'aurais été porté à dire au début qu'ils auraient été défavorisés pour l'épreuve de français. On a des gamins, des gamines qui travaillent toute l'année avec un ordinateur portatif, et à la fin de l'année, on fait un examen papier-crayon. Je me dis, ils sont défavorisés, ils ont moins eu l'habitude de faire ça avec ça. Mais au contraire, pour eux, finalement, on voit qu'il y a une intégration des apprentissages. Donc, malgré que la commission scolaire regroupe un grand nombre d'élèves provenant de milieux socio-économiques plutôt défavorisés, on remarque un impact majeur sur la réussite scolaire. Et aussi sur le décrochage scolaire, mais à long terme. Donc, les défis, les problèmes qu'une telle expérience peut finalement engendrer, il y a deux grands types de défis. Des défis qu'on a catégorisés comme étant technologiques et d'autres défis pédagogiques. Alors, c'est toujours difficile, le bris de matériel, le dysfonctionnement, et donc, pour ce regroupement d'écoles, c'est un problème majeur. Donc, tout ce qui est lié aux aspects technologiques, les mises à jour, les virus et des choses comme ça, ça représente un défi quotidien parce qu'il y a 5600 ordinateurs portables entre les mains d'élèves. Un élève dont l'ordinateur ne marche plus, c'est un problème majeur pour eux. Un autre défi qui est intéressant, et je ne vous dis pas non plus que les enseignants souhaiteraient chaque année avoir un nouvel ordinateur. Hein. Chacun dit oui, le mien il est vieux, il a presque 2 ans, j'aimerais en avoir un autre, donc d'autres défis technologiques aussi. Parmi les défis pédagogiques, ce que les élèves et les enseignants nous disent, c'est que comme eux, ils ont l'habitude d'être à l'ordinateur en tout temps depuis plusieurs années, ils trouvent certaines ressources peu motivantes aussi. Donc ils ont du mal des fois à trouver de nouvelles ressources. Et un autre défi aussi, et là tout particulièrement intéressant chez les élèves plus vieux, c'est finalement les technologies qui deviennent peut-être une source de distraction, mais une source de distraction réellement à nuancer. Et là-dessus, je fais une parenthèse parce que les nouveaux enseignants qui travaillent dans ce regroupement d'écoles, on pourrait penser, parce qu'ils sont jeunes, nouveaux, ils ont une grande facilité avec les ordinateurs, tout se passe bien. C'est le contraire. C'est eux qui rencontrent le plus de défis à l'école. Ils arrivent en salle de classe, au secondaire par exemple, leurs élèves sont sur Facebook. Ils ont l'ordinateur portatif, alors là, ils ont du mal à gérer la classe. C'est vraiment après un certain temps qu'on arrive à gérer, puis à faire en sorte que nos élèves n'utilisent pas les technologies pour se distraire, mais vraiment pour travailler. Et les élèves aussi ont acquis, je dirais, une maturité technopédagogique parce qu'eux-mêmes sont conscients des distractions présentes. Un élève me disait, c'est pas facile de devoir lire un livre ou lire un texte à l'écran quand juste la page derrière, tu as ton Facebook avec tous tes amis qui t'envoient des messages. Donc, la distraction est très présente, elle est à quelques clics, ils en sont conscients. Mais tout en étant conscients de ces défis, on a remarqué, avec les observations qu'on a faites et tout, que finalement, c'est moins de 8% de leur temps aux élèves qui est passé dans des distractions. Bon, en salle de classe, c'est très difficile de mesurer ce temps-là, mais nous, ce qu'on a remarqué, c'est que les distractions sont là, c'est un défi, mais c'est quand même contenu comme défi et les élèves eux-mêmes en sont conscients. Dernier défi pédagogique, c'est que finalement, les enseignants qui reçoivent des formations disent que les formations sont peu adaptées à leur contexte. Ils nous disent, on nous donne des formations de technologie, comme si on n'avait pas réellement vu les technologies, mais nous, ça fait 8 ans qu'on utilise ça, donc on pourrait nous-mêmes donner des formations. Alors, on n'arrive pas à trouver, ou les directeurs d'école n'arrivent pas à trouver des formations qui soient satisfaisantes pour les enseignants, et on a près de 70% qui disent que les formations qu'ils ont reçues n'ont que très peu d'impact sur leur pratique. Juste quelques réponses intéressantes qui revenaient souvent lors des entrevues ou lors des questionnaires en ligne. C'est ce qui pourrait y avoir de pire, ce serait que les élèves n'aient plus accès à ces ordinateurs. Alors c'est ce que ces enseignants nous disent finalement.
La pire chose qui pourrait arriver, ce serait de les enlever. Alors, eux, ils aiment mieux gérer les problèmes technologiques et pédagogiques, etc., que plutôt qu'un jour de devoir perdre ces ordinateurs. Mais ça, c'est l'opinion de gens qui travaillent depuis plus de 2 ans. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est que vraiment, après 2 ans, là, on est massivement positif pour les technologies. Mais à très court terme, les défis prennent plus de place que les avantages. C'est chronophage, il y a des problèmes technologiques, on manque de ressources. Donc, si on fait une expérience, si vous faites une expérience dans vos régions, et que l'expérience dure quelques mois ou une année simplement, on risque de dire en vous dit, mais les technologies, ça prend du temps, c'est pas bon. Finalement, ça n'atteint pas les objectifs qu'on voudrait leur faire atteindre. Mais ce qu'il faut, je pense, en tout cas ce que notre expérience nous montre, c'est que le temps permet finalement d'avoir cette compétence qui nous permet de passer par-dessus ces défis et de vraiment profiter au maximum des technologies. Et je dirais que ça, c'est une réponse d'élève. Ce qu'il dit, c'est qu'il n'y a pas réellement de mauvais usage des enseignants. Et ce qu'il nous dit, c'est que les enseignants, à l'école, ils ont un mot d'ordre. Les technologies, c'est pour apprendre, c'est pas pour jouer. Donc, pendant les heures de classe, on se sert des technologies pour apprendre. Et les enseignants ont réussi, après beaucoup d'années ou après beaucoup d'expérience, à canaliser un peu l'engouement que les élèves avaient pour les technologies, mais dans des tâches d'apprentissage. Quelques mots rapides sur les TBI, les tableaux blancs interactifs ou tableaux blancs numériques. Et juste pour qu'on comprenne le contexte, parce que ça vous arrivera peut-être chez vous, au Québec, pour des raisons, je dirais, peut-être politiques parfois, peut-être autres, notre Premier ministre actuel a décidé que chaque salle de classe aurait un TBI. En Angleterre, ils ont déjà commencé de telles expériences. Alors, nous, ce qu'on a remarqué au niveau de cette commission scolaire-là, il y a 300 salles de classe et sur les 300, 220 sont équipées de TBI, de tableaux blancs interactifs. Ce qu'on remarque, une motivation accrue. Les élèves, avec le TBI, la motivation est encore plus forte. Et pour les enseignants, la présentation et le partage du contenu est grandement facilité. Par contre, et là on parle d'enseignants qui sont vraiment familiers avec les technologies, qui les utilisent depuis très longtemps. Le TBI, c'est beaucoup plus complexe que l'ordinateur. Alors le soutien technique est très complexe, ce n'est pas facile du tout. Donc ce serait se leurrer de se faire croire que c'est très facile à utiliser, c'est pas vrai. Et ça, les enseignants sont unanimes là-dessus. La disponibilité aussi des ressources, ce n'est pas simple. Et ce que plusieurs disent, c'est qu'il faut dépasser l'usage du tableau noir. Et au début, on est tenté de l'utiliser un peu comme un tableau noir parce qu'on écrit dessus, on ne profite pas des possibilités multimédia, d'interaction, etc. qui sont là. Donc, ça demande aussi du temps pour se former à ça. Et ce que les enseignants nous disent, c'est que c'est peut-être pas nécessaire de l'imposer à tout le monde et de laisser peut-être le libre choix pour que quand le besoin est réellement là, on sera porté à l'utiliser. Mais se le faire imposer, certains vont dire, on l'utilise finalement comme écran de projection, comme on utilisait un projecteur avant, ou comme un tableau. Mais on n'utilise pas toutes les fonctionnalités, et c'est un outil qui coûte quand même très cher. Alors, en conclusion, je vous remercie de votre attention, parce que j'ai l'impression que je parle tout seul, parce que c'est tout muet, j'entends que les manifestants derrière. Et donc, en conclusion, les résultats montrent que la formule pédagogique où chaque élève possède un ordinateur portable a un impact positif sur la réussite scolaire à long terme et que malgré les défis technologiques et pédagogiques rencontrés, les avantages sont nombreux, tant pour les enseignants que pour les élèves, et je rajouterais peut-être après un certain temps. Donc les expériences à court terme, c'est là peut-être qu'on peut voir des impacts qui sont plutôt modestes des technologies. Il faut vraiment voir ça dans la durée. Et je vous dirais que l'impact, il est particulièrement là pour ceux qui sortent de ces écoles après 8 ans. Quand on les voit fonctionner dans d'autres contextes à l'université, ils sont vraiment des élèves, on n'a pas l'impression que ce sont des élèves qui arrivent de milieux socio-économiquement défavorisés, ils arrivent à l'université, souvent comme des premières classes, ils recherchent l'information plus vite que les autres, leurs travaux, c'est une présentation, c'est impeccable, c'est vraiment complètement d'un autre niveau sur le plan tout ce qui a trait à cette société du savoir. Ils ont une longueur d'avance immense sur les autres, mais vraiment de façon marquée. Et parmi quelques recommandations, nous ce qu'on dit, c'est qu'il faut continuer, et une telle initiative, continuer à évaluer l'impact pour être conscient des défis, étendre ces modèles à d'autres écoles. On investit énormément dans l'éducation. Finalement, avec le coût des ordinateurs portatifs qui diminue de plus en plus, ça pourrait être intéressant. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que les chariots, la durée de vie des ordinateurs est bien moins longue parce que là, l'élève n'a pas son propre ordinateur. Quand on a son propre ordinateur, on se l'approprie un peu et on en prend plus soin.
le développement professionnel des enseignants, il faut se questionner là-dessus. Et je pense qu'il faut continuer à montrer les bienfaits d'un tel projet à tous et à toutes. Alors voilà, donc, je termine sur ça et je mettrai mon PowerPoint sur mon site web personnel qui est monnomdefamille.ca. Si certains veulent le télécharger, alors je le rendrai disponible dessus également. Voilà. Alors je vous écoute. Je reste à l'écoute pour les questions. Monsieur Garçon, on va essayer de le faire sans micro, on va voir si ça va marcher. Ah non, micro. Non, on va aller. Très clairement, j'entends très clairement. Bien voilà, il reste un bon quart d'heure de questions. Qui a envie de poser des questions? Oui, monsieur Pierre Fort. Ouais. Voilà, je réagis un peu par rapport à un mot que j'ai entendu, c'est un mot qui est assez significatif, c'est le mot Microsoft. Donc si j'ai bien compris, vos étudiants utilisent des logiciels qui sont certainement offerts par la société Microsoft. Je ne sais pas si ça va assez rapidement pour que vous puissiez... Peut-être pour dire un mot là-dessus, l'école au début a souhaité utiliser que des logiciels libres. Voilà, c'est là que Et finalement, ils se sont rendus compte que à la maison, les logiciels libres ne sont pas utilisés. Alors, en utilisant le logiciel libre, j'étais moi-même très pro logiciel libre, je le suis toujours d'ailleurs, mais ce qu'on remarquait finalement, c'est qu'on avait un fossé numérique entre l'école et la maison. À la maison, on utilise Microsoft, c'est ce qui est le plus utilisé à la maison, les enquêtes nous le démontreront, et c'est rien pour Microsoft. Mais à l'école, on utilisait des choses libres. Et donc, un décalage entre ce qui est utilisé à l'école et à la maison. Alors à ce moment-là, l'école, les enseignants, avec les comités de parents, ont décidé finalement de rendre une espèce d'utiliser finalement des logiciels le plus souvent gratuits, mais des logiciels qui étaient utilisés à la maison. Alors, le seul logiciel payant qu'ils utilisent, c'est la suite de Microsoft. Rien d'autre. Tout le reste, ils sont dans les logiciels gratuits, montage vidéo y compris, etc. Mais c'est le seul logiciel qu'ils vont utiliser qui est payant. Et ils l'ont fait vraiment pour des raisons, pour éviter d'utiliser quelque chose qui ne soit pas utilisé à la maison, pour vraiment permettre un transfert des compétences. Oui, et donc... Votre micro est voilà. Donc par rapport à ça, je voulais dire que je pense qu'au Québec, il y a 200 000 étudiants, c'est ça qui sont en grève contre le gouvernement actuel pour justement un problème. Ils dénoncent une marchandisation générale de l'éducation. Je ne me trompe pas, c'est le gouvernement Charest. Et donc je me dis, voilà, j'ai trouvé ça super, votre initiative, et je pense que c'est même un fer de lance qui devrait aider des gens à passer cette étape du numérique, y compris dans l'enseignement, pour les gens qui ont peur. Mais je me dis, voilà, le fait de rendre les gens autonomes, c'est peut-être aussi les rendre autonomes par rapport au système commercial qui est toujours à la porte des écoles et prête avec des systèmes qui sont bien expliqués, comme dans un livre qui s'appelle Hold Up Planétaire, qui explique comment Microsoft a réussi à instaurer un monopole au niveau... Oui. Et donc voilà, donc par exemple, je termine en disant que... Votre Hold Up Planétaire, maintenant, la mise à jour du livre, c'est plus Microsoft, c'est Google maintenant, le Hold Up Planétaire. Oui, bien sûr, mais bon, c'est la même politique. Mais je vous dirais que le fait de commencer comme ils l'ont fait, les logiciels n'ont pas été éliminés de la commission scolaire. Mais le fait de commencer avec des logiciels comme ça, où il peut y avoir un transfert vers la maison, les élèves vers la fin du secondaire, quand ils sont initiés à des logiciels plus avancés, gratuits, de montage vidéo, de choses comme ça, ces élèves-là ont acquis une telle compétence technologique qu'ils ne sont plus finalement prisonniers des logiciels commerciaux. Ils sont tellement compétents qu'ils peuvent prendre peu importe le logiciel qu'ils veulent, et je ne vous dis pas non plus qu'ils peuvent aller chercher sur différents sites gratuitement, plus ou moins légalement sur Internet aussi, parce qu'ils ont toutes les compétences pour faire ça. Mais je pense qu'avec les compétences technologiques que ces élèves ont acquises, le hold-up ne marchera pas avec eux. En tout cas, il marchera peut-être avec les autres qui seront dépendants. Mais avec ceux-là, ils sont tellement autonomes, tellement bons sur le plan technologique, qu'il n'y a aucune chance de les hold-upper, ces élèves-là. Ils sont trop compétents. Je ne crois pas qu'aucun ne paie. Pourquoi